Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Forum, un grand forum consacré aujourd'hui à prendre le pouls du patronat guyanais. Alors on a réuni autour de notre table évidemment les présidents des principaux syndicats. On regrette l'absence du MEDEF, hein. Bon, on excuse Dave Drelin qui était notre invité et qui malheureusement à la dernière minute a dû se décommander. Donc on va faire sans lui, mais je sais qu'il va écouter et réécouter. Et éventuellement, si vous avez, vous, chers téléspectateurs, auditeurs, des questions à poser à monsieur Laurent Mirabel, qui est avec nous au titre des MPI de Guyane, ou à monsieur Didier Magnan au titre de la CPM Guyane, n'hésitez pas à partir de midi à prendre votre téléphone et à nous appeler au 05 94 36 36 06. Mais un petit point d'introduction et un petit échange général avant. C'était avant le vote du budget de la France en février dernier. Un budget qui a été voté à coup de 49.3, il faut le rappeler. Les patrons français, en général, menaçaient de descendre dans la rue. Tant au niveau des grands patrons du CAC 40, c'était ça le plus étonnant. On a vu Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui protestait contre les impôts supplémentaires, voter contre les grandes fortunes. On a aussi vu le patron des PME et des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Retenez ce nom, défendu donc par Amir Reza Tofighi. Amir Reza Tofighi, c'est le tout nouveau président de la CPME, donc qui lui, dans les colonnes de la presse, s'exprimait en disant que trop, c'est trop. Du côté de l'industrie, puisqu'on a avec nous les MPI, ce n'est guère mieux, hein. Et la France, en finale, se rend compte, aujourd'hui, en 2026, de son déclassement mondial face aux droits de douane de Trump, entre autres, qui sont en train de mettre nos industries par terre, et à l'invasion des produits en provenance de Chine. Ça, donc, cette double assaut contre l'industrie française, on va échanger dessus avec les MPI de Guyane. Chez nous, en Guyane, je le disais, nos patrons, alors, se sont fait plus discrets. Je me suis permis d'écrire et de vous le dire. Messieurs, vous êtes fait plus discrets, hein, depuis le coup de gueule... notamment des entreprises du BTP, hein. On avait vu les FR BTP monter, et puis vous les aviez soutenus contre la mollesse de la commande publique, on va dire ça comme ça, et l'allongement des délais de paiement devenu intolérable pour nos entreprises. Bon, on a guère entendu les présidents des organisations patronales guyanaises, il faut bien le dire. Alors peut-être qu'ils vont nous reprocher de ne pas leur avoir tendu le micro, mais ça c'est un autre problème, ils y répondront. Alors est-ce que ça veut dire que tout va bien dans le meilleur des mondes pour les entreprises de Guyane? Bon, j'en doute. Et donc, nous leur posons la question sur le plateau du Grand Forum. Je vous le disais, bonjour Didier Magnan. Vous êtes le patron du groupe de BTP Cefitech et président de la CPME Guyane. Bonjour, je m'appelle Le Pelletier. Voilà, et bonjour Laurent Mirabel. De votre côté, vous êtes le directeur général du groupe agro-industriel Solam et président des MPI de Guyane. Bonjour Jean-Paul, bonjour la Guyane. Voilà, des présidents installés maintenant, hein. Je crois que vous n'en êtes pas votre premier mandat. 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi. Voilà, donc des présidents qui savent de quoi ils parlent. Et on avait invité Dave Drelin, vous connaissez Dave Drelin, hein. Lui c'est aussi un patron d'une entreprise agro-industrielle, hein, comme quoi, hein. L'industrie fait sa place petit à petit. On a un entrepreneur du bâtiment, on a un industriel dans le domaine du lait et un industriel dans le domaine du Wassail. Dave Drelin étant le patron de Yana Wassail, donc est président depuis peu, depuis l'année dernière, du MEDEF Guyane. Bon, on l'excuse, et puis s'il veut intervenir par téléphone, qu'il n'hésite pas, hein, le standard lui est bien évidemment ouvert. Alors, je disais donc que vos organisations nationales ont fait de la résistance, hein, manifestement, hein, contre au gouvernement de Lecornu, au président de la République, même pour certains, et face aux décisions qui ont été prises dans le budget 2026. Certains ont donc quand même appelé, j'avais oublié, ça c'était toujours le patron d'LVMH qui appelait qui dit on va quitter la France, et puis d'autres, ça c'est plus de votre côté, c'est PME, hein, descendre dans les rues. Hein, donc, de votre côté, messieurs, pas de signaux fort. Est-ce que cela veut dire, donc, je vous avais posé la question, que l'entreprise guyanaise se porte bien? Alors, Laurent Mirabel. Ouais, juste un petit mot. Vous avez cité plusieurs fois Bernard Arnault. Je vais juste quand même essayer de recentrer un petit peu le débat sur l'entrepreneuriat en Guyane et les entreprises et les industriels. Mais je pense que ça... la majorité du tissu en Guyane, c'est des entreprises de 10, 15 salariés, avec le patron en général qui est au milieu de ces salariés.
Donc on est encore très très loin évidemment des problématiques des entreprises du CAC 40. Voilà, ça n'empêche qu'effectivement on a aussi eu des difficultés et je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est vrai qu'on subit aussi les conséquences des inflations des 2-3 dernières années. Avec des salaires qui n'ont pas augmenté à la hauteur de l'inflation de ces 2-3 dernières années, et on voit donc un ralentissement de l'économie. Les salariés vous écoutent, hein. Oui, mais on voit. Regretter, donc, non, mais évidemment qu'on aurait pu, on peut essayer de faire plus, mais évidemment quand la consommation diminue, on est tous impactés à tous les niveaux qu'on soit, que ce soit dans l'industrie, dans le BTP ou dans les autres domaines. Donc non, on fait le dos rond et on travaille. Pour essayer de passer ce cap un peu difficile, qui malheureusement ne semble pas s'améliorer avec la situation. J'allais commencer par international, puis national. On va y revenir sur les perspectives. Alors oui, vous le soulignez, elles ne sont pas forcément très très bonnes, mais il vaut mieux un homme prévenu en vaut 2, et une population prévenue en vaut 10. Donc il vaut mieux peut-être en parler. Et votre avis est vraiment important, hein, c'est pour ça qu'on a tenu à vous inviter, parce que c'est comme je vous le disais, vous aviez sûrement autre chose à faire que de venir vous exprimer dans les médias, mais c'est vrai que... Alors je vais me tourner vers Didier Magnan. Moi je vais inverser la question. Concernant le budget particulièrement, concernant le fait que Bernard Arnault râlait parce qu'on leur mettait des impôts sur la tête en plus, ce qui est vrai, les entreprises aussi, au sens général, ce qui est vrai, mais est-ce que quelque part le fait d'avoir gagné le maintien des allègements... sociaux de la LODEOM et fiscaux, donc de la défiscalisation, expliquerait qu'on ne vous ait pas beaucoup entendu. Je pose la question à Didier Magnan. Merci Jean-Paul. Alors d'abord... C'est bien devant le micro et... D'abord l'intervention, le plan national de Bernard Arnault, c'était pas sur les impôts, c'était sur la charge qui était mise sur les salariés, les entreprises, qui est donc une charge d'augmentation de taxes diverses et variées, et d'impôts au sens large du terme. Tout le monde était touché. Et donc ça renchérissait le coût de la production française. Alors que déjà au sein de l'Europe, la France est déjà dans le haut du tableau, d'ailleurs premier, en termes de perte de compétitivité par les forts prélèvements qu'il y a sur les salaires, les salariés, les entreprises et en général sur la fiscalité, puisqu'on est, dans le cas de l'OCDE, le premier pays en termes de charges assumées par le travailleur. Le travail coûte trop cher en France par rapport à l'Allemagne. Voilà. Donc l'intervention de Bernard Arnault visait plutôt ça. Okay. Et que si on voulait faire partir les entreprises de France, il n'y avait pas mieux que de continuer à alourdir la pénalité sur la productivité aux entreprises, et qu'il n'était pas normal, j'ai souvenir quand même qu'il n'était pas normal quand on paye 100 € un salarié, qu'il en touche que 75 et que l'entreprise en paye 150. J'ai plutôt entendu ça. Donc non. Moi, je faisais référence un peu à taxer les plus riches, hein, mais c'est pas grave. Oui, mais son intervention était portée plutôt sur ça, puisque lui, il a des activités à fort bassin d'emploi sur la France, et il a également d'autres activités à fort bassin d'emploi dans d'autres pays, et qu'il était, lui, avec cette capacité d'avoir dans différentes usines dans différents pays du monde, d'être en capacité de pouvoir faire des comparaisons qui pouvaient être lourdes de sens pour la capacité de travail, le rendement du travail en France, impôts et productivité et coûts sur la matière première. D'accord. C'est clair que si on veut produire en France des produits manufacturés aux États-Unis ou à côté de nous en Europe, on est 15-20% plus élevé, par exemple, que l'Allemagne ou les pays à côté de nous. Est-ce qu'on doit continuer comme ça ? Donc, à la rigueur, il lui dit, peut-être qu'on va s'installer à côté, en Europe, en Allemagne ou en Italie ou en Pologne, qui produit vraiment pas cher, ou aux États-Unis. C'est ça qu'il a dit. C'est qu'aujourd'hui, attention, il a alerté le gouvernement, y compris Amir, donc notre président du CPN national, il a plutôt alerté les penseurs du ministère des Finances et le gouvernement. Attention à ne pas sanctionner le monde du travail, c'est-à-dire les salariés, les entreprises,
par votre politique fiscale, qui est une politique fiscale Ok. qui est terrible pour l'activité économique. Qui dit terrible pour l'activité économique sera terrible pour la France. Parce que plus on va taxer, et plus les entreprises vont disparaître. Et ça, c'est le cas. C'est ce qui a été avancé par l'Assemblée nationale. On a le signe, c'est les défaillances d'entreprises. Oui, il y a ces fameuses faillites d'entreprise au niveau national et malheureusement avec un record pour la Guyane. Juste, par contre, il n'a pas répondu à ma question, mais je vous la retourne parce que vous êtes intéressé dans l'industrie au premier rang. Est-ce que c'est parce que vous avez pu sauver, entre guillemets, la défiscalisation et J'allais répondre, hein. l'allègement des charges que on vous a pas entendu? Non, répondre, hein. c'est pas spécialement ça, mais je vais juste rajouter par rapport à ce que Didier disait. Effectivement, alourdir la fiscalité des entreprises ne va pas du tout dans le sens du travail et dans le sens du développement économique. Mais il y a aussi un autre point qui est important, c'est la stabilité de ces de ces dispositifs. En fait, si on reprend un petit peu d'historique, il y a quelques années, ces dispositifs étaient votés pour 5 ans, 7 ans, 10 ans. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que quasiment chaque année, ces dispositifs sont remis en cause. Notamment ceux pour l'outre-mer. Notamment ceux pour l'outre-mer. Ça, c'est un autre Et débat. effectivement, là, on voit bien depuis 3 ans, chaque année, le sujet de la LODEOM ou de la défiscalisation revient sur le Chaque sujet. année, vous avez peur. Donc, chaque année, ce sujet réapparaît. Et donc, quand vous êtes un entrepreneur ou pour même attirer des investisseurs, même en dehors de Guyane, il faut un minimum de stabilité. Il faut connaître les règles fiscales, les règles sociales. Un investisseur, il va investir 10 000, 100 000, 1 million d'euros. Il veut savoir dans quelles règles et quelles sont les règles du jeu sur les 5 ans, 10 ans à venir. Et aujourd'hui, vous faites peur aux gens, aux investisseurs, quand vous leur dites dans un an, on ne sait pas quelle sera la fiscalité appliquée. C'est sûr que vous n'avez pas envie d'investir dans un pays. On va y venir parce que je vais, Didier Magnan, parce que moi j'insiste. Est-ce que c'est parce que vous avez gagné parce que faut dire qu'il n'y a pas eu de grande modification sur le budget 2026 de tout ce qui concerne les Outre-mer au niveau des allègements de charges pour les entreprises, charges sociales dans la LODEOM et de remise en cause de la défiscalisation. On dit qu'il n'y a pas eu beaucoup, il y en a quelques-unes qui vont quand même faire grincer quelques dents. Mais est-ce que c'est parce que vous avez pu gagner ça que, par contre, je mets les pieds dans le plat, vous avez accepté, vous étiez bien beaux et bien nombreux à la résidence préfectorale à l'invitation de Naïma Mouchou, la ministre des Outre-mer, alors que, dans le même temps, Gabriel Serville a dit, lui, moi, je la reçois pas parce qu'elle répond pas à mes questions. Alors, écoute... Mais alors, au fond, hein, Non, mais on va au fond. Nous aujourd'hui, ça a été très bien résumé par Laurent, donc nous, on a besoin de stabilité. Donc c'est le déjeuner qu'on a eu avec Naïma Mouchou, c'était pour lui expliquer que le combat du monde économique, c'était ce que vient de très brillamment résumer Laurent, c'est d'avoir de la stabilité. On ne peut pas remettre en question chaque année, parce que même nous qui sommes natifs du territoire, on a peur d'investir. Alors allons voir les investisseurs extérieurs, c'est même pas la peine, on ferme la porte. Donc ça, on ne peut pas créer des conditions d'inquiétude permanente au niveau de l'entreprise. Et c'est ce qu'on a été lui dire. Sa réponse ? On a été aussi lui expliquer très clairement que ces mesures, si elles ont été mises en place, c'était pour justement permettre d'être au même niveau qu'une entreprise en métropole. La aujourd'hui permet d'acquérir l'outil de production qui permet de faire du développement économique quasiment au même prix qu'une entreprise basée sur le territoire hexagonal. Donc c'est une mesure, si aujourd'hui on y coupe court, sachant qu'on se bat, alors beaucoup sur les Antilles, sur le coût de la vie, la vie chère, y compris en Guyane, si vous enlevez des mesures qui permettent d'obtenir un outil de production et un investissement qui permettent de développer le tissu économique au même prix que l'Hexagone, si vous coupez ça, on va systématiquement payer 30% de plus qu'une entreprise identique sur la métropole. Donc on va augmenter, surenchérir le coût de ce qui va être produit à nouveau. Sachant que c'est un grand débat et ça a créé un certain nombre de tensions sociales. Vous a-t-elle répondu ? Parce qu'on vous a pas... Il n'y a pas eu de communication dessus. Ça, c'est sur la partie défiscalisation. Sur la partie LODEOM, on lui pareil. La LODEOM, c'était une mesure qui a été mise en place sur nos territoires, alors en plus renforcée sur un certain nombre de domaines, parce qu'on a aujourd'hui des handicaps liés à la formation, liés à un certain nombre de contextes qui ont été identifiés lors de la mise en place de ces mesures. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc, mettre un terme à ces mesures qui accompagnent le développement économique sur un pays, un territoire qui est à construire dans un environnement géographique qui est celui de l'Amérique du Sud,
Si on les a mis en place, c'est qu'il y avait un intérêt. Cet intérêt, il est économique, mais il est surtout social. Et donc, remettre en cause tout ça était un problème. Donc, elle nous a d'abord informé qu'il était prévu effectivement une coupe budgétaire de près de 800 millions d'euros sur le budget Outre-mer, et elle a obtenu à maintenir ce budget. Ce qui fait que, en tout cas, jusqu'à l'année prochaine, on était dans un statu quo sur la LODEOM et l'octroi de mer. Et c'est là qu'on lui a dit, mais le problème, c'est le statu quo jusqu'à l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer d'après ? Alors, comment voulez-vous, nous, investisseurs, qui avons des besoins d'investir pour maintenir l'activité ou la développer, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on sera enclin à investir si on s'est remis en cause l'année prochaine ? Parce que quand on lance un investissement, c'est 1 an pour la confirmation avec la mise en place du financement. Et si on lance un investissement maintenant et qu'il arrive en mars-avril 2026 et que la loi de défiscalisation est remise en cause, on n'a pas financé les 32% de rétrocession fiscale. Et là, c'est la catastrophe. Voilà. Vous avez parlé de victoire tout à l'heure, disant qu'on avait eu une victoire. Oui, effectivement, on était satisfait de la décision qui avait été prise. Maintenant, il y a quand même un principe de réalité qui s'est appliqué. Et heureusement qu'on arrive à faire ouvrir les yeux sur notre territoire, sur les besoins dont on a besoin. Donc oui, c'est remis en cause. Mais oui, heureusement, la raison l'emporte et à un moment, ils se rendent bien compte, nos politiques, parce qu'on en a vu passer quand même un certain nombre de ministres des Outre-mer depuis 2 ans. Je crois qu'on est à 6. Il y a ce principe de réalité qui finit par l'emporter et heureusement. Maintenant, il y avait aussi un certain nombre d'études, parce qu'on a tous participé à faire ces études-là. Je crois que si on baissait la LODEOM de 20%, il y avait 50% des entreprises de Guyane qui disparaissaient. Et si on supprimait la LODEOM, il y a 80% des entreprises qui disparaissaient. Et ça, ce sont des études qui ont été faites par des gens... C'est un peu catastrophiste Ben non, mais la résilience des chefs d'entreprise, des entreprises. Alors, je vais même vous dire les sources. Vous des crises presque plus grosses que ça. Oui, je vais même vous dire donner les sources, puisque c'est le cabinet Mazars qui a fait ces études. Un grand cabinet d'audit. Par la FEDOM, donc qui sont des... La Fédération des entreprises d'outre-mer. Exactement, dont on parlera effectivement, puisque leur président est passé il y a pas très longtemps, et on a notamment parlé de formation. Donc, juste un dernier mot aussi, parce qu'on parle de développement économique, mais ce qu'il faut surtout voir derrière, ce sont les emplois. Parce qu'on parle d'entrepreneurs, on parle d'entreprises, on parle d'économie, mais c'est surtout les emplois. Et je pense que ce qui anime tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est de faire croître leur entreprise et d'arriver à embaucher. On a tous en tête tous nos jeunes qu'on a et qu'on voit tous les jours pour se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va leur faire dans 5 ans, 10 ans ? Donc c'est ça qui nous anime. C'est la préoccupation de beaucoup... effectivement, d'hommes et de femmes publics, politiques, du monde de l'économie, associatif. Mais j'insiste à nouveau, je me permets à nouveau de revenir sur cet entretien que vous avez eu avec la ministre et sur ce volet que vous avez exposé on ne peut pas continuer à avoir des règles qui changent chaque année au gré des budgets votés ou pas votés, des gouvernements qui passent ou qui ne passent pas. Alors, la réponse à cette question pourrait être contenue dans... Est-ce qu'elle a prononcé la phrase de loi-programme ou de loi d'orientation, puisqu'elle s'est engagée. On est sur un autre sujet, sur lequel on reviendra d'ailleurs. Face à pas de pétrole pour la Guyane, elle s'est engagée sur une loi de développement pour la Guyane. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle a posé la question de la loi-programme ? Et si elle l'a fait, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous croyez que ce gouvernement a les moyens d'engager la France pour les 5 prochaines années ? Oui. Elle en a parlé. Oui, elle en a parlé. Je lui ai rappelé que ça fait 30 ans qu'on parle de loi-programme et que malheureusement, avec des gouvernements avec une majorité relativement confortable, on n'y est jamais arrivé. Alors, c'est pas... Oui, parce que bon... Vous avez dit ça ? Bah oui, on n'a pas la langue de bois, nous. On va dire les choses... Si on les dit pas clairement, donc en tout cas, elle a beaucoup de bonne volonté. Ouais. Elle a manifesté une vraie volonté d'aboutir et de s'être entourée de personnes autour d'elle dans son ministère très volontaire. Donc nous, on lui a dit, on sera toujours à vos côtés pour vous défendre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, les Outre-mer seront toujours à vos côtés pour alimenter vos débats et en documents techniques pour pouvoir justement mettre en place une loi-programme, en tout cas un cadre qui permette d'avoir une stabilité
au minimum à 10 ans. D'accord. Au niveau de l'industrie, je pense que c'est encore plus vrai. Alors, c'est encore plus vrai, effectivement. Didier a parlé effectivement des entreprises qui bénéficiaient de la LODEOM. Les industries en font partie, mais évidemment, là, en premier lieu, et en font partie parce que dès qu'on crée une industrie, c'est tout de suite des montants importants. Quand vous investissez dans un outil de production, C'est en millions. peut-être dire des gros mots, mais effectivement, on parle tout de suite de millions d'euros. Alors, ça paraît effectivement beaucoup pour nous. Voilà, mais quand vous investissez 3, 4, 5 millions d'euros, et c'est sûr qu'il faut avoir une visibilité. On parle tout de suite de sommes importantes. Il ne faut pas croire que ces sommes, les entreprises les remboursent en un an ou un an et demi. Et vous partagez, parce que c'est aussi un des buts de cette émission, c'est de voir un peu la perception que vous avez de ceux qui nous représentent, tous, au niveau politique, au niveau autorité publique. Vous partagez ce scepticisme de Didier Magnan quand la ministre de l'Outre-mer vient vous dire je vais vous pondre une loi programme. Vous dites, Madame la ministre, vous serez peut-être plus là en décembre. C'est ça. Oui, effectivement, on est toujours un peu sceptique parce que, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, on en a vu passer 5 ministres là ces dernières années. On nous demande à chaque fois, mais alors, quel plan de développement pour la Guyane? C'est une des questions qui nous posent régulièrement. Combien de fois est-ce qu'on ne l'a pas entendu, celle-là? Voilà, alors qu'est-ce que vous proposez, vous, organisation patronale, qu'est-ce que vous proposez pour développer la Guyane? Bon, écoutez, on répond toujours la même chose, et aujourd'hui, je pense qu'on on est tous à peu près clairs sur le sujet. Le développement de la Guyane, il ne pourra se faire que grâce aux ressources naturelles. Donc, parlons des mots et mettons les pieds dans le plat. Alors après, laquelle choisir, c'est un autre débat. Mais comme je dis souvent, c'est pas demain que Renault va pas venir construire une usine de fabrication de voitures en Guyane. C'est vrai. On a parlé du coût du travail, c'est pas possible. Encore plus avec nos voisins, qui soit dit en passant, sont aussi en train de bien progresser grâce au retour naturel. Et d'augmenter le coût du travail. Alors, on va faire la petite coupure habituelle après laquelle vous pourrez, chers téléspectateurs et auditeurs, appeler nos deux interlocuteurs. On a le patronat guyanais qui s'exprime aujourd'hui, il était temps parce qu'ils nous ont expliqué, d'accord, et qu'il y a des choses à dire, et on va poursuivre cette conversation après-midi. On va aborder la formation, mais on va aussi aborder, moi je tiens à connaître, je veux avoir leurs sentiments sur l'entourage, le personnel politique et public guyanais. Je veux savoir quelle relation ils ont avec la CTG, avec les parlementaires, avec les maires, avec le préfet et ses services. Appelez-nous après-midi pour en savoir plus et poursuivre avec nous cette discussion. À tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce grand forum, où on donne la parole au patron guyanais, au représentant, au président de l'association des moyens et des petits Guyane, Laurent Bienbel, avec nous, le président de la CPM Guyane, Didier Magnan, qui est également avec nous. On regrette un peu l'absence, mais il est tout à fait excusé, de Dave Drelin. Je lui rappelle, s'il nous entend, s'il nous écoute et s'il a pu se libérer de son rendez-vous, qu'on l'attend, qu'il peut toujours venir, l'émission se poursuit jusqu'à 13h, ou qu'il peut intervenir par téléphone, et vous aussi d'ailleurs, au 05 94 36 36 06. Donc le standard sera ouvert d'ici quelques minutes. Nous avons effectivement commencé à évoquer, l'émission s'intitule Le blues des patrons guyanais, mais on a commencé à invoquer effectivement un petit peu les relations donc, du patronat guyanais et leurs sentiments sur la situation des entreprises locales. Après la visite de la ministre Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer, donc ils nous ont confié quelques indiscrétions sur ce qui s'était dit durant ce fameux repas donc à la résidence préfectorale, parce que vous êtes allé au repas, vous n'avez pas fait comme Gabriel Serville. Donc comment est-ce que vous avez apprécié la position de Gabriel Serville qui a décidé et qui a justifié, qui a dit pourquoi il ne recevait pas Naïma Mouchou? Alors écoutez, nous, on n'a pas vocation à faire de la politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire tourner nos entreprises. Donc après, c'est le choix de chacun. Moi, j'ai pas de jugement à porter sur le. Nous, on y a été effectivement parce qu'on avait, à notre sens, en tant que socio-économique, des choses à faire remonter. Maintenant, c'est le choix de chacun. C'est la liberté de chacun. J'ai aucun commentaire à faire sur le choix de notre président de région. Pas de commentaire ? Non, c'est le président de la collectivité territoriale a décidé de ne pas rencontrer la ministre. Il a son point de vue, sa position. Nous, quand on est invité par un organe politique ou un organe économique ou qui que ce soit pour discuter de problématiques de
développement économique ou autre, nous, on s'y rend parce qu'on a besoin de partager les difficultés qu'on rencontre. Parce qu'on a quand même, malgré tout ce que vous avez pu dire, les chefs d'entreprise, on est au combat tous les jours, au contact J'ai pas dit le contraire. tous les jours, on écrit tous les jours pour expliquer, nous on va pas aller faire une guerre pour expliquer qu'on va mal, mais par contre on va se réunir, travailler, interpeller la collectivité territoriale, le président, on l'interpelle très très souvent sur des cas, sur des situations, le préfet, le DRFIP, on fait des réunions, on a été quand même très Délai de paiement. sur les délais de paiement, on a quand même le monde économique s'est mobilisé, on a signé des chartes avec sous la présidence du préfet de la collectivité territoriale, des chartes avec l'URSSAF. Donc en fait, on va pas guerroyer, on va travailler, écrire. C'est très souvent le mal de la nation française, c'est on fait la guerre mais on n'écrit pas. La guerre, c'est on fait une manifestation de colère. Non, on écrit, on fait un audit de la situation. On essaye de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, et on essaye d'expliquer par écrit ce qu'il faudrait comme mesure pour corriger ce qui ne va pas. On est plutôt dans ce travail de fond, le monde économique. On travaille bien ensemble, on réfléchit beaucoup ensemble, on fait beaucoup de communiqués co-signés, de motions co-signées et d'interventions co-signées ensemble auprès de l'organe politique, que ça soit local ou national. Et par nos différents... Alors nous, l'avantage de la CPME, c'est qu'on a un organe national qui est très actif, qui est au contact du gouvernement au quotidien. Au MEDEF aussi. Au quotidien, oui, Il pèse, le président Martin, auprès du gouvernement. J'ai pas dit qu'il pesait pas. Pour information, quand même, la CPME est le premier organe patronal national. National en nombre. J'espère que ça vous a pas échappé, monsieur Le Pelletier. Depuis un observateur attentif, depuis 2 ans de la vie économique nationale. Depuis 2 ans. Effectivement, en termes de volume et de nombre salarial et de volume, d'employés et surtout de volume d'affaires entre guillemets. Oui, vous avez dépassé les grands patrons du CAC 40. Je confirme qu'effectivement, on a une certaine unité entre nous. Ouais. Et depuis maintenant quasiment quelques mois, quasiment l'ensemble des décisions et des motions ou des communiqués, on les fait ensemble, on se réunit. Et c'est vrai que c'est aussi un signal vis-à-vis de la préfecture, vis-à-vis de la collectivité territoriale, que le monde économique est uni et qu'en fait, nous, la seule chose qu'on veut connaître, c'est le cadre. Quelle que soit l'évolution statutaire, quel que soit, quel est le cadre. Vous avez dit le mot, mais bon, on va y revenir. Bon, effectivement, on parle tellement que cette fois-ci, on va en parler un petit peu moins quand même. Mais on va revenir parce que ce que je voulais dire, c'est que dans ces contacts, ce refus de recevoir Naïma Mouchou, en revanche, on a vu que Hervé Mariton, donc qui était là en même temps, Hervé Mariton, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer. Donc c'est quelque part le patron des patrons d'outre-mer, quelque part, même si tous ne l'acceptent pas comme tel, c'est quelque part ça. Hervé Mariton, lui, a été reçu, et il est sorti d'ailleurs ravi de l'entretien qu'il a eu avec Gabriel Serville et Jean-Luc Leouest, le vice-président délégué à l'économie. Et en revanche, et c'est pour ça que je voulais vous entendre sur ce sujet, parce qu'ils ont beaucoup parlé formation, et Hervé Mariton a regretté, donc, en votre nom, que les jeunes de Guyane ne soient pas suffisamment formés, en tous les cas pas dans les filières qui intéressent et sur lesquelles vous avez des emplois à leur offrir, et que derrière, l'accès à l'emploi, donc à les sortir de l'oisiveté, les sortir de la pauvreté, l'accès à l'emploi s'en trouve perturbé. Je termine en disant une chose, c'est bien qu'Hervé Mariton dise ça. C'est bien qu'il s'adresse à la CTG pour ça, parce que la CTG, c'est le financeur. Mais la mise en œuvre des formations, permettez-moi de vous le dire, je l'aurais dit à Hervé Mariton s'il avait été là, aujourd'hui, c'est les compagnies consulaires et les organisations patronales. Où en sont les fameuses OPCO, les fameuses orientations qui devaient permettre aux jeunes Guyanais d'aller vers vos entreprises? Alors, et je vais rajouter, et aussi les entreprises. Parce que c'est vrai que, alors oui, vous avez raison, tous ces organismes nous aident à la formation. Hervé Mariton s'est effectivement fait le relais des choses dont on se plaint tous les jours, c'est effectivement de trouver les compétences localement sur le territoire. Et aujourd'hui, les entreprises guyanaises ont développé une très grande habilité à former leurs collaborateurs. Elles-mêmes.
On a À cause du de mal l'absence à- des organismes à publics pour le faire. cause de l'absence. Alors, il y a des efforts qui ont été faits. C'est vrai que le développement de l'université de Guyane, on sait que ça avait accouché dans la douleur il y a quelques années, mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de cursus qui sont mis en route. Mhm. On a encore du mal, si je prends personnellement mon cas dans l'entreprise, on a effectivement dans l'agroalimentaire du mal à recruter un certain nombre de personnes. C'est aussi pour ça que là au MPI, pas plus tard qu'hier, on a signé une étude de faisabilité d'une école d'ingénieurs. Donc D'accord. c'est tout nouveau, on n'est encore que dans l'étude de faisabilité et ça se passera avec l'école des arts et métiers. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément cette école-là qui sera retenue, mais juste pour vous montrer que les entreprises, les organisations patronales ouais. participent aussi, parce qu'évidemment on parle de sous derrière, hein, je crois que c'est une convention à 25 000 euros pour étudier cette faisabilité. On investit aussi, et on est les premiers convaincus, on est les premiers à en souffrir. Donc, on investit beaucoup d'argent pour former nos jeunes et nous, on n'a aucun intérêt à les recruter à l'extérieur. Faut bien se dire qu'aujourd'hui, si on peut trouver un Guyanais qui répond au poste, on le fait. Et si on trouve les Et vous compétences avez vraiment localement, du mal on le à en fait. trouver. Oui, on a du mal à en On trouver. veut- Sur certains, dans les métiers qui sont des quand métiers même, techniques, techniques, ouais. des métiers de management intermédiaire, Hmm. on a du mal à recruter. Je vous relate un discours que j'entends régulièrement au MPI, mais je suis sûr qu'on entend dans le BTP aussi. Enfin, Didier peut sûrement confirmer. Et plus généralement au niveau de la CPME. Alors pourquoi là, je parle de la CPME et ou du MEDEF? Parce que depuis la réforme de Macron d'ailleurs, hein, sur la formation, le financement de la formation professionnelle, théoriquement, il y a un dispositif qui a été donné, plus de liberté vous ont été données, organisations interprofessionnelles patronales, pour pouvoir mettre en œuvre ce qui... non, on entend des sirènes, Oui. ne vous inquiétez pas, je pense pas que ce soit une alerte. Un missile iranien. Un missile iranien sur... Non, je crois pas. Non, c'est simplement qu'on est le premier mercredi du mois. Je vous le dis. C'est le test. Voilà. Je me posais la question quand quand même. même. Cayennais, ça. Voilà, donc... non, excusez-moi, revenons à notre sujet. Oui, Didier Magnan, où on est? Est-ce que ça a vraiment vous a permis de dynamiser? Est-ce qu'il y a eu des centres de formation privés qui sont accrochés à ça? Est-ce que des entreprises ont monté leur propre centre de formation? Comment ça se passe? C'est un dossier qui est lourd. Qui est lourd, hein. Je sais. Et le préposé à l'organisation, au financement et à la structuration de tout cet environnement formatif, c'est la collectivité territoriale de Guyane. C'est vrai. Donc, nous, on ne peut rien faire sans la collectivité territoriale de Guyane. Et voilà. Donc, Et sans enfoncer personne, parce que c'est une des réalités, hein, soyons clairs et un peu plus sérieux dans notre échange, c'est vrai que c'est une des réalités du pays, des jeunes qui décrochent souvent de l'éducation nationale, des jeunes qui se retrouvent dans la nature, ni chez Pôle emploi, ni à l'école, ni dans une entreprise, on ne sait pas trop ce qu'ils font, plutôt on sait malheureusement ce qu'ils peuvent arriver à faire. Et ces jeunes-là, donc quelque part, comment faire pour les récupérer? C'est bien ça le problème, Didier Magnan. on le sait, il y en a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui bien formés, qui ont des hauts niveaux d'études et qui ont aussi hauts niveaux de responsabilité ou des postes à l'extérieur de la Guyane et qui C'est aussi vrai. n'ont pas envie de revenir. C'est aussi C'est vrai. pas plus compliqué que ça, même si on va Pas envie de revenir. quand on prend des chasseurs de tête et qu'on va les chercher, une des premières réponses, c'est on ne veut pas revenir chez nous. D'accord. Ah oui, ça vous nous a donné un sentiment, et c'est vrai, hein, c'est le parler vrai du Grand Forum. Ils se demandent ce qu'ils peuvent venir faire en Guyane. Didier évoquait effectivement des jeunes qui ont eu des compétences, qui ont souvent eu 3, 4, 5, 10 ans d'expérience dans des grandes sociétés, on va dire nationales, et qui disent mais qu'est-ce que je vais faire en Guyane? Où est-ce que je vais aller? Qui va m'accueillir? Qui va pouvoir me payer? Et c'est les premières craintes qu'on a. Oui, et puis la plupart du temps, dans les recrutements de ces élites guyanaises qui ont été formées, c'est je fais ma vie là où je suis, aux États-Unis, à Dubaï, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France. Donc la stratégie serait, on a bien retenu votre idée de créer, d'aller vers une école d'ingénieurs guyanaise. La stratégie serait de retenir sur place nos élites. Les former sur place. Oui. Les former, mais les retenir. Oui, bien sûr. Tout à fait. Les retenir, les former, les retenir. Mais les retenir, C'est important, ce que vous venez de dire, retenir, parce que
Les retenir, je pense qu'on a on a les entreprises. Alors évidemment, on Les va pas entreprises faire une sont- école d'ingénieurs qui va sortir 200 ingénieurs tout de suite, Mm. mais une promotion de 15 ingénieurs arrêt métier ou ESTP pour parler du bâtiment, je pense que 15 ingénieurs aujourd'hui, on est capable de les absorber. Oui. Alors je connais moins le BTP que Oui. Didier, mais on est capable de les absorber sur les entreprises de Guyane. Alors, revenons alors sur un autre biais qui devait effectivement flamber et qui malheureusement chez nous... Enfin, ça a marché au niveau de la France hexagonale, mais ça a beaucoup moins marché chez nous. C'est l'apprentissage. Alors, est-ce que vous, votre problème, c'est que Non. vous n'avez pas d'apprentis chez vous Non, on ou va vous être clair. refusez d'en recevoir On va être clair. Didier Magnan. Ça a été abandonné Ça a été par la France, l'apprentissage, très clairement. Je suis issu de l'apprentissage, je peux en parler. L'apprentissage a été abandonné dans les années 80-90 par la France, diabolisé même l'apprentissage. Un enfant qui sortait à 15 ans pour rentrer dans une filière d'apprentissage, c'était un bon à rien. C'était ça l'étiquette en France. D'accord ? Il fallait que tout le monde ait le bac. Et il fallait que tout le monde ait minimum 4 ans d'études. Ben, on voit aujourd'hui, tout le monde a 80% le bac, mais le niveau du bac, c'est le niveau de la troisième il y a 40 ans. On va être clair, ok ? Donc on a appauvri le niveau du bac pour que tout le monde ait 80. Et on a diabolisé l'apprentissage. L'apprentissage est revenu il y a 5-6 ans. On a remis en place l'apprentissage parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de main-d'œuvre qualifiée et que la main-d'œuvre qualifiée qui existait en France, on a des main-d'œuvre très nobles. On prend les compagnons du devoir, on a toutes des filières françaises d'exception qui sont reconnues dans le monde entier. Grâce à ces filières, comme les compagnons du devoir, on est revenu sur de l'apprentissage pour des métiers qui sont aujourd'hui... Il n'y a pas un métier qui n'est pas noble. Tous les métiers sont nobles. Et il y a certains métiers, ces métiers, ils peuvent se faire que par l'apprentissage. Puisque c'est le transfert du savoir Didier Magnan, mais il y a et quand de même- l'expérience qui se fait sur un jeune. En même temps que cette réforme de la formation, il y a eu cette réforme de l'apprentissage. Oui, il y a avec, 5-6 ans. Oui, voilà, il y a 5-6 ans. Et pendant 40 ans, on a abandonné C'est cette vrai, mais forme-là. les chiffres ont quand même... Je parle en France hexagonale. Mm. Et le paradoxe, c'est que les chiffres progressent en France hexagonale et chez nous, ils régressent. Parce qu'on fait l'apprentissage dans nos Alors, entreprises. Je me trompe, hein, Alors j'ai un doute parce que D'accord. moi, dans toutes les industries que j'ai en tête, la plupart des entreprises ont 1 ou 2 apprentis. Donc je suis surpris que, alors j'ai pas forcément la vision complète, mais honnêtement, les dispositifs qui ont été faits ces derniers 4-5 ans, comme l'a rappelé Didier, ont pour moi bien fonctionné et ont bien encouragé. Et effectivement, c'est très important. Ce sont des savoir-faire techniques. Je vais vous donner un exemple. Nous, on cherche des soudeurs inox. Très compliqué à trouver. Mais effectivement, aujourd'hui, je peux vous assurer qu'un soudeur inox, il a du boulot sans aucun problème. Et pourtant, c'est un métier technique, un métier noble. Et si mon fils me dit qu'est-ce que je peux faire, papa, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, soudeur inox, il n'aura pas trop de soucis. Non, mais on avait les... Merci. Ouais, un exemple concret. On avait les meilleurs soudeurs au monde. Oui. Il y a 30 ans. On a été obligé d'aller chercher des soudeurs aux États-Unis pour finir la centrale nucléaire en France. Pourquoi ? Parce que justement, on prend l'exemple d'un soudeur, c'est l'apprentissage. Hein. C'est ça. Il y a que ces métiers techniques, il y a que l'apprentissage qui peut donner cette excellence dans l'exercice du métier. La pratique. Mais on l'a diabolisé pendant 40 ans. Ça fait 5-6 ans qu'on remet en valeur l'apprentissage. Mais grâce à quoi ? Un exemple de l'apprentissage qui a été formidable, c'est Notre-Dame, la reconstruction de C'est Notre-Dame. vrai. Il n'y avait que des apprentis là, C'est à vrai. Notre-Dame. Donc on a pu, par Notre-Dame, par cette image de Notre-Dame, faire la démonstration qu'un jeune qui sort de 15 ans de l'école et qui va suivre une filière de formation par l'apprentissage, c'est une filière noble. Notre-Dame a été construite que par des apprentis. Je vais même plus loin. On est en train de se rendre compte que l'industrie, qui c'est vrai avait une image un peu terne ces dernières années, un peu sombre, difficile, en fait on se rend bien compte qu'il faut qu'on revitalise notre industrie. Et si certains pays ont été aussi riches, disons des mots, je parle en Europe, c'est effectivement parce qu'il y avait de l'industrie. Et alors, j'y viens, et effectivement, je pense que les Chinois ont bien compris ça, et aujourd'hui, sur des développements à long terme comme ils font, ils ont bien compris que l'industrie était pourvoyeuse de richesse, d'emploi et d'élévation du niveau de vie. Je pense que la meilleure démonstration de la Chine, elle est... Tout le monde vous entend, j'en suis très heureux d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir ces points de vue que nous souhaitions et que nous entendons aujourd'hui. Mais est-ce que ces points de vue, est-ce que ce discours, vous le tenez ? Et vous avez raison de rappeler que le coordinateur, effectivement, en matière de formation et d'apprentissage, ça reste la CTG. Comment est reçu ? Est-ce que vous tenez ce discours et comment est-ce qu'il est reçu ?
Ah oui, on tient ce discours, on le tient Alors, comment à la est-il reçu ? préfecture, on le tient à la CTG, les différents organes. Je pense que nos positions, elles sont claires. Elles sont connues, mais est-ce Elles qu'elles sont sont connues, suivies ? elles La sont question que je claires. me pose, c'est est-ce qu'elles sont suivies ? Parce que très honnêtement, Pas. les outils, alors en dehors de, faut bien le dire, bon après il y a des pour et des contre, en dehors du RSMA, et qu'il faut bien dire effectivement qu'il y a son projet, qu'il y a ses moyens, mais généralement, bon alors évidemment la CTG l'accompagne, enfin ça part du ministère de la rue Oudinot, non de la rue Oudinot, ça part de la rue Oudinot avec un budget dédié, et donc ils sont très bons. Ok, en dehors du RSMA, sur lequel on reviendra à un moment donné ici dans le Grand Forum, je voulais dire c'est que derrière, les moyens sont-ils mis pour permettre effectivement d'aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire d'aider les entreprises à recevoir des apprentis, parce que l'apprenti, il est dans l'entreprise, mais il faut aussi quand même qu'il apprenne son métier, donc il faut des centres d'apprentissage. Le RSMA, très bien. Les jeunes qui sortent formés du RSMA, c'est vraiment exceptionnel. Franchement, chapeau au RSMA, et on peut que encourager à ouvrir encore plus de possibilités d'apprentissage par le RSMA. C'est pas le rôle de l'armée quand même. Moi, je Non. crois plus à ça, y compris sur le plan national, parce que c'est un dispositif, Qui se copie au niveau hexagonal, oui. oui, mais qui est purement outre-mer. Outre-mer, pour l'instant. Et je pense que dans les décisions qu'on remette le service militaire, remettre Ça, c'est une erreur, je pense. Et je pense qu'on devrait s'inspirer du RSMA outre-mer et de l'appliquer sur le plan national. Et je pense qu'on aura un peu plus de résultats sur une tenue de la société par des filières de formation qui soient calquées sur le modèle RSMA outre-mer. D'accord. Et je pense que le gouvernement français devrait s'en inspirer. Sébastien Lecornu nous écoute, donc. Il devrait s'en inspirer. Allez-y. Maintenant, moi, je pense qu'aujourd'hui, sur la formation, la collectivité territoriale, oui, doit se saisir urgemment de cette problématique, parce que, Non, la dérive est grande au niveau de l'emploi des jeunes, plutôt du non-emploi, et même, et j'en parlais avec l'INSEE, le pire, c'est qu'on perd leurs traces, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas combien ils sont réellement. En Ils fait, sont plus en classe, qui ne sont pas à Pôle emploi et qui ne sont pas dans l'entreprise. la démographie va plus vite que notre capacité à créer des filières de formation. Donc oui, il y a des choses qui sont faites, mais à notre sens, pas assez vite, puisque la démographie mais en va, même temps, il y a va des plus manques. vite. En même temps, il y a des manques sur les métiers manuels. Et aujourd'hui, l'informel, le premier poste de l'informel, c'est justement ces métiers manuels. Or, si on formait par l'apprentissage sur ces métiers manuels, dans le cadre de la formation, et je prends le RSMA ou autre organisme de formation, si on forme et qu'on cadre bien cette jeunesse à la former sur les métiers manuels, derrière, la structuration de la formation permettrait de sortir aussi de l'informel en accompagnant ce jeune à la création de son entreprise par son savoir manuel. D'accord, je vais vous demander de mettre votre casque parce qu'on a un intervenant extérieur. Adrien est en ligne et voudrait vous poser une question. Oui, bonjour Adrien. Bonjour Jean-Paul, bonjour à tout le monde. Adrien Jacques Carasso, une société de climatisation. Oui. Alors l'apprentissage, ça fait des mois que j'attends une occasion de pouvoir m'exprimer dessus. Alors d'abord, ma société a toujours eu des apprentis. C'est impensable pour moi de fonctionner sans apprentis. Et je peux dénombrer au moins 10 de mes anciens apprentis qui ont monté leur boîte. Et qui fonctionnent très très bien, qui sont de vrais concurrents. Ce que je voudrais dire pour l'apprentissage en Guyane, quand on a un panel d'entreprises aussi peu varié qu'en Guyane, par rapport au nombre d'habitants, par rapport à cette démographie, l'interlocuteur vient d'en parler, une démographie galopante, où on a 50% de la population qui a moins de 30 ans, comment voulez-vous que les entreprises présentes puissent absorber une telle jeunesse? C'est pas possible. Et je vois défiler dans mon entreprise tous les jours des jeunes qui viennent tous les jours, demander de l'apprentissage, demander du stage, et on ne peut pas tous les absorber. Alors moi, si j'ai une proposition à faire, et là je vais m'adresser aux 2 députés, Ils sont pas en c'est plateau. que l'apprentissage... Oui, je sais, mais ils vont écouter ou ils vont avoir un relais. C'est que l'apprentissage ne doit plus être obligatoirement de l'apprentissage par alternance. Ce n'est plus possible. Le tissu économique guyanais ne peut pas les absorber. Il faut trouver une autre formule en lycée professionnel pour qu'ils puissent sortir avec des diplômes, mais dans tous les secteurs d'activité. Et en climatisation, c'est quasiment impossible aujourd'hui pour des jeunes
de faire une formation dans la climatisation ou même dans d'autres métiers, hein, plomberie, électricité et autres. Oui. Donc c'est un secteur et un vivier à étudier parce qu'on ne peut pas laisser nos jeunes déambuler sans apprentissage, sans scolarité, parce que les entreprises de Guyane ne peuvent pas toutes les absorber. En France, il y a tellement peu de jeunes par rapport au nombre d'habitants que c'est plus facile de les absorber. Voilà, C'est c'est ça mon intervention. Ok, merci Adrien, merci de cette analyse. Bon, c'est un point de vue, effectivement, bon, je dirais simplement que l'apprentissage sans alternance dans l'entreprise, ben, ça s'appelle les filières techniques de l'éducation nationale, hein. Malheureusement, au sortir de ces filières, les gens ne sont pas forcément les plus efficaces dans vos entreprises. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque d'entreprises pour accueillir l'ensemble des stagiaires et des apprentis. Il n'a pas tort. On a tous eu des cas où on est obligé de refuser des apprentis parce qu'on en a déjà un ou deux dans différents services. Alors, votre responsabilité sur ça, alors je dis quand même, parce que je ne connais pas le... Enfin, il me semble, je mets à part le RSMA, mais il me semble qu'il y a entre 400 et 600 statuts d'apprentis, hein, salariés. Bon. Et que l'objectif était d'arriver à 1000 ou 1200. Bon. Il y a quand même un peu plus d'entreprises en Guyane que ça. Mais le problème, c'est est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes entreprises qui accueillent toujours les mêmes... Non, mais on a des opportunités et je vais revenir là-dessus. Aujourd'hui, on est en développement. On construit tous les jours. D'accord ? Et donc, ce développement doit s'accompagner également par des services qui permettent l'entretien des espaces verts, qui permettent l'entretien des bâtiments, la peinture... la soudure, enfin, il y a des multiples métiers qui sont aujourd'hui pas pourvus par de la compétence manuelle pour entretenir le parc locatif, le parc privé et tout ce qui est en développement. Donc là, au contrario, il y a l'informel qui se développe. Ah mais lui, il est à 200% l'informel. C'est pour ça que je dis que c'est pour ça que j'ai visé tout à l'heure ce point-là. L'apprentissage aujourd'hui, il faut inclure cette notion éventuellement de création. Alors, il y avait quelque chose qui avait été inventé où on a vu l'informel chuter considérablement, c'est l'auto-entrepreneur. Ouais. Et l'auto-entrepreneur, malheureusement, quand on change de politique, il y a eu l'auto-entrepreneur mis en place par un pouvoir, un organe politique en place, et qui a été modifié par l'organe politique qui est arrivé après, et qui a dénué de tout son fondement l'auto-entrepreneuriat. L'informel est reparti à la hausse. Donc, je veux dire, à un moment donné, on a une situation, un vécu sur le terrain. Il faut que les gouvernements ou les gouvernants s'adaptent à la situation du terrain. On a aujourd'hui l'informel, on peut y trouver une réponse en remettant l'auto-entrepreneuriat. Dans la formule initiale, c'est-à-dire plus de latitude, moins de contrôle, plus de choses automatiques. Monsieur Pelletier, moi je suis entrepreneur, j'ai plusieurs entreprises dans la construction, le transport, l'hôtellerie, le tourisme. C'est l'enfer. C'est l'enfer administratif. Moi, j'ai un service intégré, parce que je suis un groupe important, avec un service intégré, mais c'est insupportable. Que le chef d'entreprise, derrière son atelier ou son truc... ici, c'est TPE. 90%, comme l'a rappelé Laurent tout à l'heure, 90% de l'économie, c'est des TPE. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui produit, et voir un salarié aux côtés du chef d'entreprise qui produit. Ils sont deux. Mais le gars, s'il passe 4 heures par jour dans de l'administratif et dans la gestion comptable et autres, de son activité, il ne produit pas. Et c'est ça qui est la problématique aujourd'hui. L'auto-entrepreneuriat originel, l'avantage, c'est que le gars produisait et il déclare... Alors même si l'auto-entrepreneuriat n'était peut-être pas l'idéal effectivement à moyen terme, mais au moins ça permettait de ramener des gens qui passaient de l'informel au formel. Donc alors après, effectivement, il faut voir après, mais le but c'est de les faire rentrer dans le... D'ailleurs, moi j'ai vu des gars auto-entrepreneurs aujourd'hui entrepreneurs avec 5-6 salariés. Mais c'est ça, structurés. Donc on sait que la filière elle fonctionne, on sait que la voie est bonne. On sait très bien que l'auto-entreprise a été faite avec une philosophie, on va dire, d'un gouvernement, et que le gouvernement d'après l'a changé. Pourquoi ? Parce qu'il disait que vous êtes en train de licencier du monde en leur disant je ne veux plus de vous comme salarié, allez vous mettre auto-entrepreneur.
C'est ce qui s'est passé sous le gouvernement Hollande. Pour le nommer. Mais malheureusement, on manque. Mais ça, c'est. Aujourd'hui, Mais on voit les travers aujourd'hui. C'est l'informel qui. On voit les travers aujourd'hui. Malheureusement- L'informel contribue pas à la fiscalité, l'informel contribue pas aux caisses de sécurité sociale, aux retraites, l'informel contribue à rien du tout. Malheureusement, on voit que de ne pas avoir de stratégie supérieure au délai, au temps des élections, est un problème. Il faut des stratégies à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et encore une fois, je vais revenir sur la Chine, mais quand on voit des stratégies à 50 ans, on voit qu'elles payent. Nous, notre souci aujourd'hui, en France, c'est qu'on a des stratégies qui ont la vision des 5 ans. Je résume un petit peu. Et donc, évidemment, on passe notre temps à défaire ce que les autres ont fait. Et on en voit. Alors là, on a un exemple précis sur l'auto-entrepreneuriat. Et malheureusement, on avait un outil qui fonctionnait bien. On l'a plus. D'accord. Bon, écoutez, ça c'est un message qui est passé. Hein. Maintenant, le problème, c'est qui peut remettre en place une telle politique. C'est au plan, alors soit au plan national, soit au plan d'une particularité régionale, territoriale. Je pense pas que ce Non, soit là, je vois faisable. où il veut en venir, monsieur Le Pelletier. Ouais. Non, pas mais- du tout. mais, pas du tout. non, mais là. Il y a bien des dispositifs particuliers pour les Outre-mer en matière fiscale. Oui, mais bon, ça, c'est des mesures En nationales. matière administrative aussi. Non, mais ça peut être que national. Parce qu'aujourd'hui, il faut que la nation aille bien. Si la nation va pas bien, nous, on n'ira pas bien. Donc, il faut aujourd'hui. Alors, la nation doit aller bien pour qu'on aille bien. Ça me permet de faire une transition vers un petit peu. Et je maintiens. Hein, donc, vous avez dit qu'on parlerait de vos relations avec les décideurs, les autres décideurs, de vous-même, vos positions en tant que représentant des entreprises de Guyane, votre position sur la Guyane, sur son avenir. La question que je posais, et je reprends un peu mon discours du début. Alors, et là aussi, c'est pareil, c'est le paradoxe, hein, si je peux me permettre. Vous avez expliqué, vous êtes allé déjeuner avec Naïma Moutsou, ok, pas de problème. Mais on a vu vos collègues de la grande distribution signer en grande pompe le BQP, en nous disant que ça va limiter la vie chère en Guyane. Bon, je ne sais pas à qui il parle, mais franchement, il faut être sérieux. Le BQP, on vous a vu, je ne sais pas si vous y étiez, on a inauguré là aussi... Si, monsieur Yann Du, vice-président de la CPME, était là. Voilà, oui, pour le BQP, oui. Oui. Mais il était... Donc la CPME était présente. D'accord, pas de problème, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si le groupe GBH est au MEDEF, voilà. S'il y avait des représentants des MP. Alors, on n'était pas présent lors d'une association, mais on a participé effectivement aux discussions sur ce BQP. Sur le BQP. On va en dire un petit mot, hein, parce que moi, ça me semble un gadget. Mais enfin, on va en dire un petit mot. Les bus du TCSP, on vous a vu, c'était bien, c'était une belle fête, il n'y a pas de problème. Même l'inauguration du nouveau poste de douane, là, le machin de dégradé Cannes, qui apparemment sert pas à grand chose, puisqu'il n'y a pas tellement de marchandises qui arrivent pour passer par ce poste, en dehors de celles qui ne devraient pas y passer. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est entre autres votre vice-président Yann Du qui l'a dit sur un autre média. Non, mais on vous voit dans plein de manifestations, donc ça donne l'impression que tout va bien. Alors, vous m'avez pas vu. Moi non plus, vous m'avez. Ça m'étonnerait que vous m'ayez vu au pif. Ouais. D'abord parce que, j'étais pas invité et ils savent pourquoi ils m'ont pas invité parce que D'abord. franchement, c'est pas là qu'il fallait le mettre, le pif. Mais bon, c'est au plus mauvais endroit où on pouvait le mettre. Mais bon, passons. Non, excusez-moi de prendre... Non, mais monsieur Du, vice-président de la CPME, vous a expliqué pourquoi... Enfin, voilà, il a été... Donc, importateur, oui. Hmm. Non, mais mais on parlait plus alors, sérieusement. Laurent Mirabel. heureusement, il y a quand même des choses qui se passent bien. Heureusement qu'on a encore des projets. Heureusement qu'il y a des investissements qui se font. Les entreprises en ont besoin. Alors, vous parlez des bus, effectivement. Les bus, je pense qu'on a tous compris qu'on avait évidemment besoin de transport On en a besoin. hein. collectif. Heureusement qu'on peut célébrer de temps en temps des projets qui arrivent au bout. D'accord. Donc ça il faut... Néanmoins, alors, on va revenir à une chose qui doit vous intéresser, puisque bon, je rappelle que vous êtes un industriel, mais que derrière, c'est nous qui vous achetons, entre guillemets, et vos bons produits, hein, je ne vais pas faire de publicité, voilà, mais la vie chère. Je veux dire à la vie chère, parce que la vie chère, nous dire que le BQP va régler la vie chère, vous en pensez quoi? Non, le BQP ne va pas régler la vie chère. Le BQP... Lié qualité-prix, hein, excusez-moi. C'est pas le BQP qui va régler la vie chère. Le BQP a juste pour objectif d'essayer de limiter certains prix sur 250 produits dits de première nécessité. Donc c'est évidemment pas ça qui va régler l'ensemble de la vie chère. Maintenant, c'est quand même un engagement des différents acteurs et producteurs et aussi de la grande distribution, M. Magnan en a parlé, pour voir comment on peut essayer de réduire les marges au minimum sur certains produits, voire être à zéro, pour pouvoir rendre ces produits accessibles. Voilà, c'est un outil parmi différentes stratégies. Bon, alors,
Didier Magnan n'est pas directement concerné, mais il a dit des membres éminents de conseil d'administration le sont. Comment, là regardez, Trump a décidé d'attaquer l'Iran. Comment est-ce que vous pouvez nous garantir, comment est-ce que vous pouvez garantir vous avez signé un papier disant que le prix, alors je ne sais pas si vos produits sont dans le BQP. Oui, on a des produits dans le BQP. Alors que vos produits ne vont pas augmenter sur toute l'année 2026. Ouais, il Comment est évident que s'il y a une troisième guerre mondiale, il est évident que s'il y a une troisième guerre mondiale, non, il y a pas de clause de troisième guerre mondiale, mais bon, c'est évident. Enfin, le but, et je pense que ces dispositifs ont été faits sincèrement. C'est quand même un engagement d'essayer, on a quand même bien conscience des coûts, et d'essayer de maintenir le plus accessible possible 250 produits que nos concitoyens ont besoin. Sans entrer dans trop de détails, parce que l'émission ne nous permettra pas d'aller au bout, mais est-ce que vous pensez qu'on trouvera une solution au problème de la vie chère en Guyane sans s'attaquer, 1, au coût de transport, et 2, à l'octroi de mer? Oh là là. Rapidement. Non, mais enfin, oui. C'est pas possible de répondre tout à l'heure. Non, mais le problème du transport, c'est un marché libre, concurrentiel. Le problème du transport, la problématique, elle est plutôt dans le choix des fois des infrastructures qui sont réalisées de façon pas forcément opportune et qui génèrent des surcoûts. Donc, et après, le transporteur, il fait avec ce qu'il a à sa disposition. Voilà. Donc, en cause le port, vous, beaucoup. Mais c'est une réalité. C'est en cause le prix du conteneur. Vous avez votre vice-président qui dit, moi, mon problème, c'est que on devrait mutualiser le coût des conteneurs en fonction de... Et il travaille dessus, me semble-t-il. En fonction de la valeur des marchandises qu'il y a à l'intérieur, de manière à ce qu'un conteneur de lait en poudre... C'est effectivement une des solutions qui a été envisagée. C'est ce qu'on appelle peut-être un peu basiquement la péréquation. Essayer de dire que le coût du transport, le coût de l'acheminement, celui qui concerne les pâtes, soit différencié et qu'on mette un peu plus sur... c'est-à-dire que le coût du transport des pâtes soit mis sur, par exemple, un écran plat. Voilà. Et qu'effectivement, ceux qui ont les moyens de s'acheter un écran plat, ils vont finalement payer un petit bout du transport des pâtes. Et c'est effectivement une bonne... Est-ce que vous pensez qu'on devrait le revoir Alors, on a déjà effectivement participé à différents sujets. Aujourd'hui, un des points qu'on pourrait, c'est vrai, améliorer, mais qui a aussi des impacts sur les finances publiques, notamment de la CTG et des communes, c'est peut-être sortir le transport de l'assiette d'octroi de mer. C'est effectivement des choses qui... Ça, c'est les demandes récurrentes. C'est des choses qui peuvent effectivement, mais qui ont d'autres implications aussi derrière, ça sur les finances publiques. Donc, important, les recettes, ce sont des choix qui ne sont pas sans conséquences. Et la contrepartie d'élargir à ce moment-là l'assiette de l'octroi de mer aux services ou à d'autres... Aujourd'hui, je crois que je crois qu'aujourd'hui, c'est principalement un souci douanier. C'est comment arriver à recalculer sur cette compensation. Il faut arriver administrativement à pouvoir le faire. D'accord. Remettez votre casque. On a un autre intervenant, Daniel, qui est en ligne. Daniel, oui, bonjour. Allez-y, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Bonjour, Daniel. Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Oui, moi, je suis pas économiste. Mais bon, comment dire c'est marrant que vous parliez vous parlez d'économie, puis en même temps vous parlez finalement des chaînes de distribution qui finalement alimentent la Guyane. Et donc finalement en fait c'était la liaison entre finalement l'orientation budgétaire finalement qui va à contresens pour avoir un développement on va dire beaucoup plus cohérent dans le département, puisque finalement, en fait, on alimente finalement les budgets pour augmenter le nombre de containers qui arrivent dans le département, pour continuer finalement cette économie de consommation, alors que finalement, il faudra aller à l'opposé, c'est-à-dire orienter des budgets pour diversifier les activités ici. Donc, c'est quand même dingue. Et à côté de ça, on se retrouve aussi, parce que finalement, c'est ça, puisque étant donné que la diversification de l'activité ne se fait pas, on se retrouve avec de plus en plus de gens qui se retrouvent finalement économiquement très très mal, et des budgets finalement liés à la commande publique qui, si mémoire est bonne, ne sont pas adéquates dans le département. Donc en fait ça fait la triple peine, mais qui à la base est liée à la première.
Et comment dire, pour le bouclier qualité-prix, c'était intéressant de voir que après la venue de Naïma Mouchou, on se retrouvait avec des panneaux de 3 par 4 avec des saucisses cocktail à 1,49 €. Ça, c'était très très intéressant de voir ces petits panneaux juste pour dire aux gens, bah écoutez, à défaut de pouvoir acheter quelque chose de qualité, on vous offre des saucisses cocktail qu'on fait à 8000 bornes, qui sont pas très bonnes, mais contentez-vous de ça. Alors ça, je sais pas si vous pourriez éventuellement le dire dans une réunion qu'il faut pas prendre les gens pour des imbéciles, parce que c'est un petit peu ça, l'idée. Hein. Oui, C'est d'ailleurs vous avez que pas tort, mais bon. voilà. Et deux petites choses Oui. qui finalement pourra peut-être résumer ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est alors 2 petites phrases qui disent le calendrier, c'est la bureaucratie du temps, et la bureaucratie, c'est la mort de l'initiative. Et finalement, toute initiative qui pourrait être finalement beaucoup plus cohérente pour le département sont annihilées à cause d'une bureaucratie, parce que d'ailleurs, un de vos invités parlait d'administration et qu'il était pris par le temps par l'administration, mais plus que perdre du temps avec des tâches administratives, on se retrouve avec des gens qui sont dans l'administration qui tuent finalement des potentialités existantes. Voilà. D'accord, bon bah écoutez Daniel, merci de cette prise de position et quant aux saucisses, je recommande plutôt effectivement, et c'est pas Laurent Mirabel qui va me contredire, d'aller chez nos charcutiers locaux qui font d'excellentes saucisses. Tout à fait. Hein, donc plutôt que celles qui sont à 1,49 €, mais encore faut-il pouvoir se les payer, ça c'est un autre problème. Revenons par contre, Daniel me permet de réorienter notre échange à nouveau, mais on avait commencé à en parler tout à l'heure, sur toujours votre vision quant à l'avenir en Guyane et l'avenir du développement de la Guyane. Alors il l'a dit clairement, on est une économie de comptoir et on se compte, alors qu'en fait on devrait être une économie plus productive. Alors il met en cause les orientations budgétaires, on n'est pas là spécialement pour ça. La question que je vous pose, c'est que là, moi je voulais savoir si vous étiez de consort. Et si vous étiez de consort, mais encore une fois, désolé de vous dire, on vous entend pas. Alors, on vous a pas entendu par rapport donc aux discussions. Les parlementaires font le job, hein, pour moi. Hein. Franchement, ils font le job. Je vous prends par exemple sur la loi Hulot. Le travail fait par les sénateurs patients avec bon, moi, je sais pas. On vous a pas entendu. Je sais pas si vous n'êtes pas allé devant la porte du préfet pour dire attendez, patient, il a raison, il faut qu'on fasse ça. La réponse la réponse la réponse. Excusez-moi, vous allez me dire que je me suis trompé, j'ai les oreilles bouchées. Allez participer au vœu de la CPME. La réponse de Naïma Mouchou aussi. Naïma Mouchou a dit bon ben non, ben moi je peux pas faire abroger la loi Hulot, mais je vous promets que je vais relancer l'or. Là, on vous a pas entendu aussi, et c'est il y a quelques semaines. Hein. Et dernier point que j'ai noté, ah oui, là plus récemment. Alors vous allez me dire que c'est peut-être trop récent, que vous êtes en train de préparer les réponses publiques. Hein. Je parle pas les petits mails que j'ai pu recevoir sur l'intervention du député Castor sur l'impact de ce qui va nous tomber dessus, c'est-à-dire les C2E, le certificat d'économie d'énergie européen, sur l'énergie. Alors l'énergie, c'est pas que les carburants. Il n'y a pas que ça, il y a la taxe MACF. Il y a la taxe MACF aussi, qui... je l'oubliais. Ça, par contre, effectivement, je vous ai vu réagir. Alors, moi, vous nous avez pas entendu, mais on s'est beaucoup battu. Non, mais la question que je pose, c'est... On a travaillé. Et on est encore en train de travailler. Mais vous appelez pas à ce qu'on vous appuie, je sais pas moi. Ça vaut le coup, hein. On va pas attendre de se retrouver dans la situation de 2007 pour les 50 centimes pour les carburants quand même. Alors sur la loi Hulot, je pense qu'on est tous d'accord qu'effectivement on milite tous pour qu'effectivement il y ait une abrogation de cette loi. On va pas effectivement sortir tous les jours un papier pour le dire. Je pense que le préfet est parfaitement au courant de notre positionnement. La CTG l'est parfaitement. Il ne serait pas plus proche de votre positionnement que du positionnement de son gouvernement. Mais ça lui appartient de le dire. Mais en tout cas, ça lui est remonté clairement. Et là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté de notre part sur le fait qu'effectivement, on souhaite abroger. Et les exemples de nos voisins nous montrent bien que, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais que c'est la voie à suivre. Alors oui, il faut le faire différemment. Oui, il faut le faire en respectant la forêt, la biodiversité, l'écologie. Enfin, je pense qu'en France, on est quand même largement capable de contrôler certaines entreprises ou certaines filières. On sait très bien faire ça. Et donc, que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit le bois, que ce soit la pêche, je laisserai Didier en parler. Quelle que soit la ressource naturelle que l'on choisira, que les Guyanais choisiront, mais oui, il faut aller vers ça pour le développement. Non, mais la Guyane est une terre bénie. D'abord, parce que nous avons multiples ressources. Nous avons une forêt. Nous avons des ressources halieutiques, nous avons des multiples ressources.
Mais je pense que le problème est plus large que ça. Parce que aujourd'hui, on est un territoire qui est un département français et qui est également, qui dépend de la nation française, territoire français, et de l'Europe. Et aujourd'hui, l'Europe est malade. On va être clair, quand on regarde les deux blocs, que sont les États-Unis d'Amérique et les BRICS, l'Europe est en train de dégringoler, de se déclasser. Aujourd'hui, c'est un constat qui est partagé par tout le monde. D'ailleurs, même le président des États-Unis, aujourd'hui, se moque de l'Europe qui est en train de dégringoler. Nous, forcément, nous sommes un territoire, un département. Notre trajectoire est fatalement rattachée à cette situation. Je n'en suis pas persuadé. Bien sûr. La loi Hulot a été votée pas spécifiquement pour la Guyane. Merci. Ok. La taxe MACF, Europe plus France, dossier initié par la France. Dossier initié par la France, qui la France aujourd'hui, c'est une grande erreur. Et l'homme dit, mais vous êtes tous fous en France. Non mais un mot, la taxe MACF et le C2E. On va faire une émission dessus. C'est vrai que vous avez beaucoup protesté. Non, alors effectivement, ça part d'un bon sentiment. Le but était de protéger le marché de l'arrivée de certaines produits. La seule chose, c'est qu'effectivement, on a oublié les départements d'outre-mer et qu'effectivement, nous, on ne s'approvisionne pas forcément en Europe. Ouais. Et qui plus est encore en Amérique du Sud, où on a des voisins, où on a des flux, alors pas autant qui existent et qu'il faut développer. Donc le MACF en soi est sûrement une bonne mesure de protection pour la France, européen, pour l'Europe, pour le marché européen. Mais encore une fois, il faut prendre en compte les spécificités ultramarines. Et donc là, on a protesté. Le dossier avance. Le dossier a bien avancé. On s'est battu. On est en train de se battre sur ce dossier-là. Mais encore une fois, là, on est tout petit face. Alors, il y a une montée au créneau quand même de l'ensemble des outre-mer. Tout à fait. Oui. Là, c'est l'ensemble des outre-mer qui sont. Voilà. Mais parce qu'on a la même problématique. Mais la C2E, ça va être la même chose. Je pense que c'est tous les ultramarins. Mais c'est le député Cassor qu'on a beaucoup entendu. Alors, permettez-moi de vous dire, on fera une émission dessus. On a fait un communiqué en soutien. La CPE soutient le député Cassor, on a fait un communiqué. Parce qu'il a raison, me semble-t-il. Ah, mais 100%. Les gars, c'est ce que nous ont dit. Je ne sais pas chez qui ils sont adhérents, peut-être partout, des gérants de stations-service. Ils ont dit, M. Castor a parfaitement raison. Bien sûr. Il va y avoir 20 centimes, et au pire 27 centimes d'augmentation dès la mise en œuvre de ces deux œufs. Ce qui est assez incroyable quand on sait que la Guyane est un énorme puits de carbone. Voilà, il faut quand même bien rappeler à tous nos auditeurs, mais s'il y a besoin. Un sujet sur lequel je voulais vous interpeller, qui ne doit pas vous mettre forcément bien à l'aise, Laurent Mirabel, en tant que président des MPI, parce que c'est le problème des présidents, il faut qu'on préside tout le monde, c'est le Mercosur. Le Mercosur, donc, est-ce que c'est un bien ou un mal pour la Guyane? Vous en avez parlé, commencé à en parler. Bon, je vous dis pourquoi vous, parce que dans votre activité, bravo, vous êtes arrivé à exporter. Vous exportez sur le Suriname parce qu'il y a un marché commun avec le CARICOM, entre autres. Sinon, vous auriez quelques difficultés à rentrer sur le marché. Là, aujourd'hui, vous voulez faire la même chose au Brésil, vous ne pouvez pas rentrer au Brésil. On ne peut pas rentrer au Brésil aujourd'hui. Le Brésil est complètement protégé. Le Mercosur va ouvrir le Brésil éventuellement. Là, en revanche, derrière, inversement, les éleveurs, notamment, entre autres, protestent, s'inquiètent de savoir ce qu'ils vont devenir demain et ce qu'ils ne vont pas se faire envahir par de la viande brésilienne via le pont, en attendant que ce poste douanier dégradé Cannes fonctionne. Alors, je vais être très clair, aujourd'hui, on ne sait pas répondre à la question. Je ne sais pas vous dire si c'est un bien ou un mal, parce que, encore une fois, dans les négociations, alors là, qui dépassent évidemment l'État français, on parle de négociations européennes, évidemment, la Guyane n'a pas été inclue, et même complètement oublié que la France avait 600 km de frontière avec le Brésil. Mais pour tout vous dire, on en a parlé avec la préfecture il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, c'était lors des vœux des MPI, et donc la préfecture m'a envoyé avant-hier justement une étude des impacts de signature du Mercosur sur la Guyane. Donc on est en train d'étudier ce dossier. Alors effectivement, on peut regretter qu'on arrive après, puisque de toute façon, c'est pas nous qui allons faire changer le traité du Mercosur, on est bien d'accord. Les éleveurs français n'ont pas réussi. Donc maintenant, le but, c'est évidemment de connaître. On peut imaginer de compenser. Alors voilà, après le but, c'est de savoir, est-ce que vraiment il y a un impact en Guyane? Est-ce qu'il peut-être qu'il y a un impact positif? Peut-être que ça aussi, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas l'ouverture des douanes n'est pas sur le même
sur les mêmes tarifs douaniers. C'est-à-dire que eux vont nous vendre a priori des matières premières et nous on aura la possibilité de leur vendre des biens transformés. Donc peut-être qu'effectivement ça peut être une opportunité pour la Guyane, mais ça il faut le regarder. Mais il y aura peut-être effectivement des filières qui vont être touchées. Je vous dis, le sujet date d'avant-hier. Donc j'ai un pavé à lire comme ça sur... Je voudrais signaler à Didier Magnan, mais là c'est au-delà de son poste de président de la CPME, je pense qu'il s'intéresse au sujet, puisque notamment au titre des matériaux de construction, matières premières aussi en construction... Non mais Jean-Paul, tu es né en Guyane comme moi, on est sommes nés en Guyane. Je suis désolé, mais avant, moi j'ai des souvenirs quand on achetait brésilien et qu'on commerçait avec le Brésil. Les vaches arrivaient à la crique sous palan. On fonctionnait avec notre environnement régional. Donc moi aujourd'hui, je pense que fonctionner avec son environnement régional, il y a toujours de l'intelligence qui peut se faire et un équilibre qui peut se faire dans le cadre d'un fonctionnement régional. Moi je considère qu'il serait peut-être plus favorable pour nous, Guyanais, entrepreneurs, producteurs et autres, de fonctionner dans notre environnement régional que de fonctionner avec un environnement qui vient de l'Europe et qui... Voilà. Donc moi aujourd'hui, après, il y a des garde-fous, il y a toujours des équilibres à maintenir, mais je pense que c'est une bonne chose de fonctionner avec notre environnement régional. Les frontières se sont fermées dans les années 90, alors que moi j'ai toujours eu souvenir, d'abord très peu de bateaux arrivaient, voire n'arrivaient pas, et on mangeait, nous, en Guyane, grâce au Suriname et au Brésil. Donc, voilà. C'est pas faux. Et aux États-Unis aussi, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui nous arrivaient directement de bière. Avec la pêcherie internationale de Guyane, il y avait le cargo. Avec la bidague chère au cœur de notre ami Didier Magnan. Grosse industrie. Messieurs, on aurait aimé échanger beaucoup plus longtemps ensemble. Mais là, effectivement, il va falloir que nous rendions l'antenne. Oui, il y a la... Déjà oui. 53, 54, 55, on arrête. Il dit 13h. Voilà. Oui, mais il y a la page de pub encore une fois, et puis il y a les annonces, monsieur Magnan, soyez pas trop précis encore. Voilà, Non, merci à vous tous les deux. Donc, je rappelle que nous recevions Laurent Mirabel, le président des MPI de Guyane, et Didier Magnan, le président de la CPME Guyane. L'émission s'intitulait Le blues du patronat guyanais. Je les ai trouvés quand même en forme, moi, nos deux représentants de patron. Vous êtes confiants pour l'avenir, malgré tout? Non, mais on est résilient. La Guyane, c'est une terre riche, mais qui passe de l'euphorie à la déprime. Malheureusement, la déprime est beaucoup plus longue que l'euphorie, mais le chef d'entreprise est toujours là, il est résilient, et ça, on peut dire que la Guyane, les Guyanais, de ce côté-là, sont très forts dans la résilience. Laurent Mirabel, moi j'avais je ne peux pas le nommer, un personnage important de l'économie martiniquaise qui était de passage hier. On s'est à une table de restaurant. Je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, tu sais que moi maintenant, de toute manière, je passe plus de temps en Guyane qu'en Martinique, parce que ça va mieux en Guyane qu'en Martinique. Il dit, bon? Ouf. Heureusement qu'on a encore des perspectives qui peuvent être intéressantes. Après, moi, je conclurai juste en disant que, en fait, le monde économique ne demande pas de privilèges, on ne demande pas de subventions. On veut juste avoir un cadre social, fiscal, qui puisse nous permettre de se développer et de créer des emplois. Message passé pour cette future loi programme, on en reparlera. Merci à vous de votre attention. Demain, un sujet grave, un sujet important. On reçoit l'ordre des médecins, on reçoit le président de l'association familiale, d'aide. On va parler du projet de loi sur le droit à l'aide à mourir. Oui, quelle est la position? On veut échanger avec vous, chers amis téléspectateurs, auditeurs. Je sais que c'est un sujet sensible, mais il faut en parler parce que c'est une loi qui est en train d'être votée, qui va s'appliquer, y compris en Guyane, puisque nous sommes en France et en Europe. Allez, bien à vous, Edmé Doudi, dans quelques minutes pour le journal de 13h.